On est dans les temps. 60 ans, hypertension artérielle traitée par inhibiteur calcique, dyslipidémique. Il commence à être un vrai patient, hypertendu, dyslipidémique, maladie de Crohn. Il a une corticothérapie depuis au moins 10 ans qu'il a arrêté brutalement devant une émission à la télé, je crois, dans mon souvenir. Il a mal au ventre, mais un ventre souple, une tension artérielle qui est à 12,8, température 37,2. Alors, dans ce contexte, les premiers diagnostics à évoquer. Alors, en premier, donc moi j'avais évoqué une insuffisance surrénale aiguë par insuffisance corticotrope suite à l'arrêt du traitement corticoïde. Ça me paraît bien comme premier diagnostic à évoquer. Alors, Donc, insuffisance, alors il dit insuffisance, c'est compliqué, ouais. Insuffisance surrénale due à une insuffisance corticotrope. Donc après, c'est un peu redondant. Insuffisance corticotrope, finalement, ça suffit. Ça veut dire un peu la même chose. D'accord. Une deuxième idée? J'ai mis pancréatite aiguë parce qu'il est sous statine et la démyalgie. Pancréatite? Je sais pas, non, mais douleurs abdominales. D'accord. Non, mais toute idée est bonne à prendre, mais les statines, ça donne pas de pancréatite? Je crois pas. Sur le terrain, genre il est gros, il fait peut-être plus de lithiase, ou il peut boire un peu, ou des choses comme ça. Il y a des pancréatiques alcooliques, des pancréatiques lithiasiques, mais pas les statines. Les statines, ça donne des troubles du bilan hépatique. Ok. Ok, bon, sinon... Non, il y a une deuxième hypothèse importante. Poussée de maladie de Crohn. Ouais. Donc, première hypothèse, effectivement, il a arrêté ses corticoïdes. Donc, on va reparler de l'insuffisance corticotrope. Et deuxième idée, il a arrêté le traitement de sa maladie de Crohn, donc il récidive sa maladie de Crohn. C'était les deux points importants. Après, tu peux y aller si tu as d'autres idées. Oh non, après, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc... Les miennes aussi, hein. J'avais mis... je me lance. Ouais. Acidocéteuse, parce qu'il pourrait être diabétique de type 2, secondaire à la corticothérapie. Voilà, là il vient de l'arrêter, sinon, donc ce serait pas de chance que ça soit au moment de l'arrêt qu'il fasse une hyperglycémie. Sinon, je sais pas, hypercalcémie. C'est marrant, c'est ce qui revient souvent hein, quand je fais ce dossier. C'est vrai qu'il a des douleurs abdominales, donc pourquoi pas. Mais donc on va dire que après, de toute façon, la liste peut être longue. Moi, ce qui comptait, c'était vraiment les deux premiers diagnostics. Mais que ce soit dans le diabète décompensé ou dans l'hypercalcémie, vous auriez probablement un syndrome polyuropolydipsique. Ce qu'on n'a pas chez lui. Hein. Donc, insuffisance corticotrope, reprise de maladie de Crohn. Moi, je vais rajouter rhabdomyolyse secondaire aux statines. Mais là, il n'y a aucune raison que ça lui donne mal au ventre. Mais c'est qu'il a des myalgies, comme tu as dit, et il est sous statine. Donc je trouvais que myalgie plus statine, ça méritait d'évoquer la rhabdomyolyse. Et dernière chose, il y a quelque chose qui est plus tiré par les cheveux, mais qui est assez classique pour nous, qui est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Le syndrome de sevrage aux corticoïdes, qui est que en fait, quand les patients sont baignés comme ça dans beaucoup de corticoïdes pendant longtemps, quand ils arrêtent les corticoïdes, ils ne se sentent pas bien. Donc, ce qui est très frustrant pour nous, parce que par exemple, les maladies de Cushing qu'on guérit, alors que nous, on est tout contents qu'ils n'aient plus leur adénome, en fait, les patients, au départ, se sentent beaucoup moins bien, ou se sentent moins bien qu'au moment où ils avaient leur cortisol. C'est un peu, je sais pas, c'est un vrai excitant, quoi. Donc, ils baignaient dans le cortisol, ils se sentent plus fatigués, ils ont mal partout, donc ils se sentent beaucoup moins en forme. Donc, c'est ce qu'on appelle la corticodépendance psychogène. Ça peut ressembler à une insuffisance corticotrope. Donc vous vous souvenez que quand on donne des fortes doses de corticoïdes, ou pas forcément des fortes doses, hein, mais plus de 7,5 mg par jour de cortensil, donc plus que la dose physiologique de cortisol, votre hypophyse, qui est un peu flemmarde, décidez qu'il y a assez de corticoïdes ou assez de cortisol de façon endogène, enfin il y a assez de cortisol dans l'organisme, et donc l'hypophyse arrête de travailler. Donc l'hypophyse arrête de sécréter de l'ACTH. Et c'est ça qu'on appelle insuffisance corticotrope. L'idée étant que l'ACTH stimulant les surrénales ou une partie des surrénales, et on va y revenir, ça va donner des signes qui peuvent ressembler un peu à l'insuffisance surrénalienne. Mais là, l'origine, elle est haute, c'est votre hypophyse qui a arrêté de bosser. Ok ? On y reviendra après. Examen indispensable qu'on aurait dû faire aux urgences devant le contexte. J'avais mis un ECG.
ça me va. ECG. L'idée étant que 60 ans, hypertendu, dyslipidémique, mal au ventre. Donc un ECG à la recherche d'un infarctus du myocarde à expression abdominale. Donc à expression atypique. Donc question 3. Il est hyponatrémique, une kaliémie qui est normale, créate qui est normale, une glycémie qui est plutôt basse, interprété et le diagnostic. Donc l'interprétation, vous venez de la faire. Et, non, c'est pas l'interprétation. J'ai fait que du descriptif. Je te demandais pas de me dire il y a une hyponatrémie, il y a une kaliémie normale et tout ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est quoi ton diagnostic finalement? Le diagnostic le plus probable, c'est l'insuffisance corticotrope. D'accord. Devant l'hyponatrémie et la glycémie basse. Puis il n'y a pas de signe pour un autre. Enfin, il n'y a pas d'anomalie pour une autre étiologie qu'on a évoquée au début. Je suis d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire et que les CPK sont normales puisqu'on avait évoqué la rhabdomyolyse. Et donc je vais te laisser faire la question 4 directement. J'ai commencé à expliquer un peu. T'as pas d'idée? Non, c'est parce que ça agit pas sur... Enfin, c'est une atteinte haute. Ouais. Donc ça... Il n'y a pas l'atteinte Enfin, il n'y a pas le truc réninaldostérone, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, je suis pas très fort. Non, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que la grande différence... C'est pour ça que c'était compliqué que tu dises insuffisance surrénale secondaire à une insuffisance corticotrope. Effectivement, il y a une insuffisance surrénale, mais elle est partielle. L'ACTH, ça stimule les surrénales, mais ça stimule le cortisol et les androgènes surrénaliens. Par contre, la surrénale, effectivement, synthétise et sécrète de l'aldostérone, mais ce n'est pas sous le contrôle de l'ACTH. C'est uniquement sous le contrôle du système rénine-angiotensine. Donc chez lui, c'est pas... par exemple, une tuberculose surrénalienne, ce n'est pas une atteinte auto-immune des surrénales qui font que ces surrénales sont détruites, c'est juste l'ACTH qui s'est mis au repos, donc il n'y a pas de stimulation de sa sécrétion de cortisol et pas d'androgène, mais par contre, l'aldostérone, elle est toujours là. Donc, il arrive à pisser son potassium puisqu'il arrive à sécréter son aldostérone, donc il est normocalémique. Non? Question 4 encore. Donc on discutait de la question 4 sur le dossier 3. Et donc on se disait que la question, effectivement, c'était pourquoi il est hyponatrémique, puisqu'il a une sécrétion d'aldostérone qui est normale. Et donc j'ai eu effectivement pendant la pause quelques soupçons d'idées. Et donc c'est que c'est une hyponatrémie d'une autre origine. Ce n'est pas une hyponatrémie de déplétion sodée, comme les insuffisances surrénaliens. C'est une hyponatrémie, il y a une petite hyponatrémie de dilution. En fait, il y a comme un CADH, il y a une sécrétion un peu inappropriée d'hormones antidiurétiques. On va dire que l'ACTH a un rôle sur l'ADH, et quand il y a une insuffisance en ACTH, il y a une sécrétion plus importante d'ADH. Ok, donc il y a une petite hyponatrémie, souvent pas très importante, qui peut aller jusqu'à 120, mais une petite hyponatrémie, une normocalémie, puisque l'aldostérone est normale. Et je ne pense pas qu'on vous parlera jamais de la prise en charge, mais pour que vous sachiez, effectivement, ils sont beaucoup moins graves que les insuffisants surrénaliens, puisqu'ils ont de l'aldostérone et donc ils sont beaucoup moins, exceptionnellement en choc, ou a priori, ils ne sont pas en choc. Et c'est pour ça que je vous ai mis une tension artérielle qui restait correcte. Et c'est qu'en général, ils ne sont pas très bien parce qu'ils sont un peu hyponatrémiques. Parfois, une petite hypoglycémie ou une glycémie un peu limite. Mais à part ça, ils ne sont pas dans la grande déshydratation, la déplétion hydrosodée, puisque l'aldostérone est là pour maintenir la volémie. D'accord? Donc, insuffisance corticotrope. La cause la plus importante, alors ça peut être secondaire à un adénome, et on en reparlera au dossier suivant, mais pour nous, la cause la plus fréquente, c'est ça. C'est l'arrêt des corticoïdes de façon, intempestive, ou en tous les cas pas contrôlée. Et on va reparler juste après de comment éviter l'insuffisance corticotrope. Ok? Donc on reviendra peut-être après sur la question d'après, c'était juste pour terminer sur les questions subsidiaires. C'était finalement pourquoi, quand on donne des corticoïdes, il y a une hypocalémie et qu'on vous dit toujours de faire attention au potassium quand on donne des corticoïdes, alors que je viens de vous expliquer que le cortisol, tout ça, quand l'aldostérone est là, normalement ça ne joue pas sur le potassium.
Et c'est vrai qu'on apprend toujours un peu bêtement que les corticoïdes ont un effet minéralocorticoïde. Mais c'est vrai qu'à forte dose, en fait, les corticoïdes, ils ont une affinité pour le récepteur aux minéralocorticoïdes. Et quand il y a un taux de corticoïdes qui est trop important, je ne sais pas comment vous expliquer ça simplement. Il y a une enzyme qui transforme le cortisol en cortisone. Et le cortisone, il est inefficace sur le récepteur aux minéralocorticoïdes. Et dès qu'il y a plus de corticoïdes que la physiologie, cette enzyme, elle est un peu dépassée par les événements. Et donc, il y a des corticoïdes qui se mettent sur le récepteur aux minéralo. Donc, l'impression d'avoir un hyperminéralocorticisme. D'où l'hypokaliémie des Cushing et des patients que vous traitez avec des fortes doses de corticoïdes. Bon, vous digérerez ça et vous me direz si vous avez des questions. Ok, donc comment on aurait pu éviter cette situation donc d'insuffisance corticotrope? Alors, il aurait fallu éduquer le patient. Donc très bien, un maître mot de cette conférence, l'éducation. Donc éduquer le patient. Donc, ne jamais arrêter sa corticothérapie tout seul. Ouais, Si jamais ça doit être fait par palier. tout à fait. Ensuite, je sais pas, je suis pas trop inspiré. Ne pas croire ce qu'on dit à la télé et que dans son cas, sa corticothérapie, ça peut être utile. Non, mais tu as mis les choses les plus importantes, c'est ça. Hein, c'est éduquer le patient, pas arrêter brutalement sa corticothérapie. Donc la règle de décroissance progressive des corticoïdes. Et je vous ai mis dans la correction un algorithme de sevrage des corticothérapies. Savoir donc comment on diminue, on diminue la dose de corticoïdes, à quel moment on est censé passer à de l'hydrocortisone. Remarque, tout n'est pas sur l'algorithme, mais globalement, on passe à 5 mg de cortensile, ça équivaut à 5 mg d'hydrocortisone. Donc la différence entre 5 mg de cortensile et 20 mg d'hydrocortisone, c'est que l'hydrocortisone, c'est que du cortisol quasiment naturel et qu'il n'y a pas l'action anti-inflammatoire qui ont les corticoïdes. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une situation, je sais pas, une polyarthrite, non, une situation où vous n'avez plus besoin de corticoïdes, vous diminuez progressivement et à 5 mg, vous passez à 20 mg d'hydrocortisone. Par contre, si vous êtes devant un orthone, une polyarthrite rhumatoïde qui a besoin d'une action anti-inflammatoire des corticoïdes, ça ne sert à rien de passer à 20 mg d'hydrocortisone. C'est autre chose. C'est si vous n'avez plus besoin de corticoïdes, 5 mg de cortensile apporte autant que 20 mg d'hydrocortisone en termes de cortisol. Ok? Là, je suis très clair. À 20 mg d'hydrocortisone, là, vous êtes à peu près à dose physiologique. Et donc, vous allez à ce moment-là, avant d'arrêter les 20 mg d'hydrocortisone, faire un test au synactène dont on parlait tout à l'heure, pour voir si vos surrénales se sont réveillées. Et voir si le cortisol monte. Et si le cortisol monte après votre test au synactène, vous pouvez arrêter l'hydrocortisone. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est de faire un test au synactène, donc donner la CTH, alors que c'est une insuffisance qui est corticotrope. Donc, on est dans une insuffisance centrale. Mais l'idée, c'est que quand il y a une insuffisance centrale, malgré tout, les surrénales se sont un peu mis hors pot, juste la partie qui sécrète le cortisol. Et donc, par le synactène immédiat, donc juste une dose, on va juste voir si les surrénales sont toujours un peu silencieuses, rabougries, ou si elles se sont réveillées. C'est-à-dire qu'on donne pourtant la CTH ou l'hormone qui manque, mais ça préjuge de l'effet de la CTH sur les surrénales. On y reviendra si c'est pas très clair. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire un test synactène avec 5 mg de cortensile? 20 mg, ça gêne pas la... Non, tu le fais. Non, on peut. On peut, mais il faut le faire avant la dose. Voilà, d'accord. C'est-à-dire que s'ils ne prennent pas leur hydrocortisone ou leur cortensile du matin, tu peux leur faire le synactène et tu leur dis de prendre leur dose à 10h et tu les appelleras le lendemain pour savoir s'il faut arrêter ou pas. D'accord, donc il n'y a pas de différence entre les deux hormones Pour le dosage au synactène, non, c'est bon. Est-ce que le test au synactène, c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer, mais peut-être pas très clairement, ne préjuge pas de l'état de l'hypophyse. Tout à fait, puisque tu donnes la CTH, alors que là, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une insuffisance en ACTH. Si vous voulez préjuger vraiment de l'insuffisance de l'hypophyse, il faut faire un test qui stimule l'hypophyse. Donc les tests qui stimulent l'hypophyse, le plus facile à retenir, c'est le test au CRH, par exemple.
qui est l'hormone hypothalamique qui normalement fait sécréter la CTH aux cellules corticotropes. Donc le plus facile à retenir, c'est ça. C'est-à-dire si vous voulez un vrai test pour tester l'hypophyse, il faut lui donner l'hormone de l'hypothalamus pour voir si l'hypophyse elle est endormie ou pas. Et en fait, un test au CRH, ça coûte plus cher et c'est un peu plus compliqué surtout à réaliser. Et donc on fait souvent des tests au synactène. Et pourtant, ça nous aide à nous orienter. Le test au synactène, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est quand tu es en insuffisance corticotrope, donc tu as une insuffisance de sécrétion de la CTH par l'hypophyse, tes surrénales se sont mis un peu au repos, un peu rabougries, et donc elles ne vont pas réagir à une seule dose d'ACTH. Donc même si tu donnes l'hormone manquante, dans le contexte, tu sais qu'il y a une insuffisance corticotrope, tu fais le test au synactène, si tes surrénales ne marchent pas, tu dis, bon, elles ne sont pas stimulées par l'hypophyse. Si tu veux faire les choses mieux, il faut faire un test au synactène et un dosage d'ACTH. Comme ça, juste avec le dosage d'ACTH, tu auras la preuve que ton hypophyse était au repos. Vous vous souvenez que s'il y avait une insuffisance surrénalienne, votre ACTH aurait augmenté. Donc c'est vrai que c'est une façon indirecte de te dire, ok, son hypophyse ne s'est pas réveillée, donc ses surrénales sont au repos. Mais si vous voulez une façon directe, et ça on ne pourra pas vous le reprocher, c'est juste un petit peu plus compliqué à faire en pratique, il faut faire un test par exemple au CRH. Ok ? Donc, complication d'une corticothérapie au long cours et moyens à côté pour éviter les effets secondaires. Alors j'ai mis un syndrome cushingoïde avec un visage lunaire, des vergetures, une prise de poids de type androïde, des œdèmes par rétention hydrosodée, un trouble de la répartition des graisses, une hyperglycémie, enfin une intolérance au glucose, voire un diabète de type 2, une hypertension artérielle, une ostéoporose avec une hypocalcémie, une hypoprotidémie. Non, il n'y a pas d'hypocalcémie en général. Non, c'est vrai qu'ils ont une ostéoporose. C'est vrai que les corticoïdes entraînent une ostéoclastogénèse un peu plus importante, donc ils ont une ostéoporose. Mais en plus, il y a une diminution de l'absorption digestive de calcium. Donc tout ça compense à peu près. Donc la calcémie est normalement à peu près normale, mais il y a une ostéoporose. Tout à fait. Donc pour éviter ça, classiquement, qu'est-ce que tu... Ouais. Supplémentation vitamino-calcique, régime avec un sodium restriction sodée, donc à environ 6 grammes de NaCl par jour. Éviter les sucres d'absorption rapide. Supplémentation en potassium, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc en fonction de la calémie. Et la seule chose qu'on peut discuter quand la corticothérapie est plus de 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois, en général, c'est un traitement par biphosphonate. Donc pour éviter l'ostéoporose, en préventif, on peut donner des biphosphonates si vous êtes parti sur un traitement d'un cortensile plus de 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois. C'est pas un régime sans sel strict alors? Ça dépend de la dose. Tu mets sans sel ou hyposodé. Sans sel strict, c'est quasiment intenable. Elle me demande si c'est un régime sans sel. Sans sel strict, c'est très difficile. Hormis l'insuffisance cardiaque majeure, en général, on laisse un petit peu de sel. C'est juste sinon tellement mauvais que tu n'arrives pas à faire observer les gens. Hein. Non, c'est une grande chose. D'accord. Donc on continue sur l'hypophyse. Donc là, c'était insuffisance corticotrope. Je ne vous ai pas fait de dossier d'insuffisance surrénale classique. Je ne crois pas qu'il y en a jeudi prochain. Donc n'hésitez pas à continuer à faire des dossiers. Hein. C'est que quand on fait une conf, il faut faire des choix sur les dossiers. Donc l'insuffisance surrénale, pour moi, c'était quelque chose de plus connu pour vous. Donc la tuberculose, effectivement, l'hyponatrémie, l'hypercalémie, tout le branle-bas de combat du traitement. Donc voilà, faites des dossiers, mais j'avais envie de vous parler de l'insuffisance corticotrope, que vous en ayez entendu parler une fois.